En cette période de pandémie, nous sommes nombreux à nous réfugier dans des routines simples qui nous permettent de nous ancrer dans des moments présents. Ces actions, concrètes et pas trop compliquées, nous occupent les mains et l'esprit. Elles nous préservent des projections trop angoissantes et de la négativité. Faire du yoga, lire un bouquin, appeler ses proches ou chiller sur Netflix, chacun va trouver la routine qui lui convient, à lui et à lui seul. Personnellement, je trouve mon refuge dans la préparation de mon pain. Et c'est mon point de vue. D'autres y trouveront un stress supplémentaire ou une contrainte. Comme je l'ai dit, le refuge de l'un ne sera pas forcément celui de l'autre. Préparer mon levain, choisir mes farines, prévoir mon procédé et laisser les choses se transformer sous mes yeux m'occupe et me détend. Puisque vous écoutez ce podcast, c'est sans doute que le levain et le pain vous intéressent. Je ne vais donc pas me gêner pour en faire l'éloge, surtout dans cette période où faire son pain devient une vraie résilience. Rappelez-vous, nous en avions déjà parlé dans un précédent épisode de la saison 1. Si vous souhaitez vous lancer ou réitérer l'expérience de la panification au levain, vous trouverez toutes mes méthodes, accompagnements et astuces sur mon compte Instagram et sur mon site. J'ai constitué des dossiers complets et accessibles pour lancer son levain, l'entretenir et faire du pain avec. Allez, ceci étant dit, il est temps de commencer notre épisode du jour. Épisode 3. Le levain comme héritage. Boudin family arrived in San Francisco from France sometime in 1848-1849 and established the first Boudin bakery in what is now called North Beach in a small tent. And they moved from that tent to a building on what is now called Grant Avenue, what was then called DuPont Avenue. And that's where they started baking French bread. They encountered a 49er, gold miner, if you will, who was carrying a crock of starter, or mother dough as we refer to it. And it was a natural yeast. And they combined, the Boudin family combined that natural yeast with the art of making French bread, and they came up with a loaf of bread called San Francisco sourdough French bread. Le levain a ce pouvoir de vie en lui. Il évolue, se transforme et donne naissance à du bon, du concret. Il prend de chacun de nous, s'adapte à notre environnement et conserve les traces du temps. Il fait la liaison entre l'eau et la farine et permet l'alchimie qui va donner son souffle à la matière. Le pain final dépendra ainsi du levain, de sa qualité, de son entretien, de son histoire. Un levain de quelques semaines ne contient pas la même empreinte biochimique qu'un levain de plusieurs mois ou plusieurs années. Il n'a pas les mêmes expériences ni le même vécu. C'est pour cela qu'on n'obtient pas les mêmes pains d'une maison à l'autre, suivant que notre levain est jeune ou qu'il a déjà bien roulé sa bosse. Vous connaissez l'expression « c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes ». Eh bien c'est exactement pareil avec votre levain. Imaginez-le dans son petit pot. Il ne demande qu'à être utilisé et choyé. Plus vous l'utiliserez, plus il prendra de la graine et plus les pains seront réussis. La plupart d'entre nous travaillons avec un levain que nous avons fait naître nous-mêmes dans nos cuisines. Mais il arrive régulièrement que le levain se transmette de main en main ou de génération en génération. Lorsque c'est le cas, on peut se retrouver avec une souche de levain âgée de dizaines d'années, voire de 100 ans ou plus. Le record serait tenu par la boulangerie Boudin à San Francisco, qui entretient un levain depuis 150 ans. Il existe certainement des levains plus anciens, mais plus discrets, tapis dans les chaumières, au coin du feu. Pour revenir à San Francisco, savez-vous qu'il existe une bactérie lactique qui s'appelle Lactobacillus sanfranciscensis ? De nombreux levains dans le monde contiennent cette bactérie, bien qu'ils ne soient pas originaires de cette région. Comment cela se fait-il ? Nous en reparlerons prochainement. En attendant, je vous invite avec moi à écouter l'histoire d'un levain plus local, celui de la maison Poilane à Paris. Cette année, la boulangerie fête ses 88 ans. Et j'ai eu le privilège, il y a quelques semaines, de rencontrer Apollonia Poilane, boulangère de renom, fille et petite-fille de boulanger. Après une visite captivante de son fournil, aux 8 rues du Cherche-Midi, nous avons échangé ensemble sur le levain, l'histoire de la boulangerie Poilane et sur la recette de son pain connue dans le monde entier. Vous allez voir, c'est passionnant. Alors, bonjour Apollonia Poilane, donc merci de nous recevoir dans ton atelier aujourd'hui. J'ai des questions à te poser, donc une concernant notamment ton levain. J'ai appris qu'il avait 88 ans. 88 ans.
Et j'aurais souhaité que tu nous en parles, que tu nous racontes un peu son histoire, comment cette histoire a débuté, comment tu l'entretiens jusqu'à maintenant. Alors l'aventure, elle a commencé en 1932. Je suis la 3e génération en charge de Poilane. Mon grand-père s'installe aux 8 rue du Cherche-Midi. On est au cœur de Saint-Germain-des-Prés. Et dans le quartier, il y a beaucoup d'artisans et d'artistes. Et à une époque où Paris s'enflamme pour la baguette, mon grand-père a décidé de faire du pain au levain comme lui a connu à la campagne. Il est d'origine normande et il fait du pain de campagne, c'est-à-dire des grosses miches de pain au levain où il y a une fermentation lente. C'est un pain avec un gros volume, ce qui permet de nourrir non seulement les besoins d'une famille, mais qui se garde, donc il n'y a rien qui est gâché. Donc l'aventure commence là. Il fait du pain au levain parce qu'il veut se différencier et puis parce que les artisans et les artistes qui habitent autour ont besoin d'un pain qui a ses qualités, un pain qui nourrit et un pain qui se garde. Donc il est encouragé dans ce travail et la façon dont il travaille son levain, c'est un levain dur. Après, bon, chacun a ses terminologies, mais en gros, pour faire notre pain, de l'eau, de la farine, du sel et notre levain, qui est un morceau de pâte d'une fournée qui sert à ensemencer la fournée suivante. Donc concrètement, quand on est au fournil, on fabrique notre pâte à pain pour notre fournée et on la transfère dans la pâtière pour la laisser reposer une première fois en gardant un morceau de côté qui va devenir le levain de la fournée suivante. Et on perpétue cette tradition depuis 1932. Donc 88 ans plus tard, on a encore un petit peu de cet esprit de 1932, 3 générations plus bas, de mon grand-père qui a répondu aux besoins, qui a nourri une envie et un regard singulier, le sien. Mon père qui a vraiment structuré une entreprise, mais aussi un pain qui lui permet de livrer des revendeurs et des restaurateurs qui vont eux-mêmes transformer le pain et le servir à une communauté plus large que le 8 rue du Cherche-Midi, puis le 49 boulevard de Grenelle. J'ai 4 boutiques maintenant à Paris et une à Londres. Donc on est d'abord et avant tout un commerce de quartier, mais on nourrit plus largement une histoire et un fil rouge avec cette méthode. Et je pense que c'est ce qui fait ma fierté à date. Ça fait 18 ans cet automne que j'ai pris la suite de mes parents. Et pour moi, j'ai une vraie fierté à avoir perpétué cette tradition. Alors, moi, on me trouvera un samedi au Fournil, mais au quotidien, ce sont des générations de boulangers qui ont œuvré à continuer à alimenter ce feu-là, ce levain. D'accord. Et donc toi, quand tu étais petite, tu allais régulièrement au Fournil avec tes parents, voir un peu comment ça se passait. Ce levain, finalement, tu as fait connaissance avec lui dès ton plus jeune âge et c'est devenu un peu... Absolument. Alors, on va pas appeler ça un copain, mais le levain et en fait la boulangerie plus généralement, ça a été mon bac à sable, l'endroit où j'ai appris à compter en rendant la monnaie, où j'ai commencé à appréhender la pâte, tantôt en pâtisserie, quand les pâtissiers devaient se débarrasser de moi, ils m'envoyaient en boulangerie et vice-versa. Et j'ai comme ça, petit à petit, appris à passer du temps au Fournil. Quand j'ai eu 16 ans, ma maman m'a dit que si j'étais sérieuse avec l'idée de reprendre la boulangerie après mon père, il faudrait que je me mette à apprendre mon métier. Donc j'ai commencé mon apprentissage dans les ponts du mois de mai. Et à l'automne 2002, je fais une année off avant d'aller à l'université et je finis mon apprentissage. Mes parents décèdent brutalement et je me retrouve à la tête de Poilane. Donc le levain, c'est à la fois quelque chose de familier, quelque chose de doux, quelque chose qui me lie au passé, mais c'est aussi ce qui va nourrir mon avenir. Et donc, plus généralement, la boulangerie, c'est ce lieu et cet environnement qui prolonge à la fois ces traditions, mais comme tous les jours est différent, que ce soit parce que la saison est différente ou parce que la météo est juste différente, c'est à chaque fois une rencontre avec la pâte et avec le levain. D'accord. Alors, les pains Poilane sont connus dans le monde entier.
Maintenant, on peut commander finalement des pains poilâne dans le monde entier, j'ai vu ça dernièrement. Et qu'est-ce qui fait justement qu'on commande du pain poilâne jusqu'à l'autre bout du monde? Alors, il faut recontextualiser un petit peu le 8 rue du Cherche-Midi. On est rive gauche, on est dans un quartier qui en 1932 est un quartier d'artisans et d'artistes qui ressemblerait beaucoup plus à l'Est parisien d'aujourd'hui. On a des Américains qui font les beaux jours de Saint-Germain-des-Prés. On a tous les philosophes post-guerre qui viennent entretenir une réputation, qui créent une dynamique plus internationale et qui fait que on a des gens qui sont habitants d'un pays à l'autre bout du monde et qui découvrent mon pain et qui l'apprécient. Et ils l'apprécient, alors ils le ramènent dans leur bagage. Et puis, chemin faisant, les transports aidant, on peut envoyer le pain comme on voyage. Et c'est comme ça que l'aventure a commencé, renforcée par le fait que ma maman était américaine. Donc on a vraiment cette culture et cette ouverture sur le monde dans ma famille, de sorte qu'en fait, que ce soit les chefs cuisiniers français qui ont exporté leur cuisine au Japon ou aux États-Unis, on a accompagné ces mouvements-là et notre pain se garde, il nourrit et c'est, je pense, les qualités qui ont fait que ça a facilité l'export. Très bien. On parlait tout à l'heure, on discutait des céréales. Concernant le pain poilâne, quelles sont les céréales majoritaires? Alors moi, je considère vraiment que mon métier, c'est cette rencontre entre farine de céréales et fermentation. Et d'ailleurs, quand j'utilise le mot farine, j'essaie d'insister ou d'éviter cette facilité de dire farine pour dire farine de blé. Et je pars du constat que chez Poilâne, historiquement, on travaille le blé et le seigle. J'ai commencé à travailler le maïs en 2006. 10 ans plus tard, j'ai commencé à commercialiser un pain 100% farine de maïs. Et l'idée n'est pas un mélange, parce qu'en fait, mon référentiel, c'était le cornbread américain, qui est en général un mélange, 50% au mieux, entre farine de maïs et farine de blé. Et donc, nos céréales sont en pain, du blé, du seigle, du maïs. On en a 4-5 autres côté biscuits et pâtisserie boulangère, mais on a ces 3 céréales côté pain. Ce qui fait la spécificité de nos céréales, c'est depuis 1932 des vraies filières autour de ces produits. Je travaille avec plusieurs meuniers dont je connais la plupart de leurs fournisseurs, et c'est vraiment cette chaîne de valeur que l'on nourrit qui a créé et permis un dialogue, parce qu'à l'époque c'était quelque chose dont on ne parlait pas trop, et qui a fait qu'on a pu développer ce qu'on appelle aujourd'hui notre cahier des charges. Donc par exemple, on veut que toutes nos farines soient écrasées sur meule de pierre, parce que ce qu'on se rend compte, même si on écrase à plus faible vitesse, c'est que une farine moulue sur meule de pierre va garder l'ensemble des huiles sans chauffer le grain, là où le cylindre va faire ressortir ses problématiques. Et puis aussi, on a façonné toute notre tradition boulangère autour de cette qualité d'ingrédients-là. Donc, de la matière première, en fait. La matière première aussi, fait exactement. Tout le résultat final, finalement. Alors, pas tout, il y a aussi la main de l'homme, bien sûr, mais en tout cas, la qualité de la matière première est primordiale, effectivement, pour avoir le goût et toutes les qualités du produit. Alors, notre farine de maïs est labellisée bio. Je voulais m'assurer qu'il n'y aurait pas d'OGM dedans, mais sur mes autres farines, historiquement, le label n'existait pas. On a vraiment travaillé sur notre filière, sur la qualité des grains qui vont dans le moulin pour faire la farine. Elle est exempte de traces de pesticides parce que, en fait, ça faisait partie de nos exigences.
Et du coup, c'est tout ce travail-là et ce dialogue qui a petit à petit construit le cahier des charges. Poilâne, pour dire les choses d'une façon un peu plus normée et précise, mais qui en définitive raconte les grains de la maison Poilâne. D'accord. Est-ce qu'il y a du coup une recette précise du pain Poilâne? Est-ce que on est plutôt orienté sur un pain métaille, un pain de campagne? Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Alors, il y a une recette précise et il n'y en a pas. Alors, quand on forme un boulanger chez Poilâne, on va le former pendant 9 mois. Premier jour, l'apprenti est là pour observer le travail du boulanger et pendant 9 mois, il va apprendre, répéter les gestes, voir l'impact de la saison, de la météo sur la qualité du pain pour pouvoir adapter sa fabrication. La façon dont on fabrique notre pain, moi c'est ce que j'appelle un pain de campagne. En définitive, on a travaillé en interne sur ce que j'appelle la nomenclature de nos pains, parce que en accueillant des nouvelles recrues, on s'est aperçu qu'on perdait la plupart de nos gens dans les premiers jours où ils intégraient notre entreprise, parce qu'ils ne savaient pas que quand on parlait de la miche, du pain au levain, du campagne, du Poilâne, on parlait d'un pain de levain au blé. Ouais. Ou un pain de blé. Nos pains sont des pains au levain, mais excepté le pain de mie. Mais donc l'idée c'était d'expliquer aux gens, si on veut rendre lisible tout ce qui se passe dans cette miche de pain qui est une espèce d'énorme brassée de pain qui fait, enfin, elle peut se garder une semaine. Il fallait je voulais la raconter en mots de la même façon que quand on dit farine. C'est un espèce d'énorme raccourci qui perd complètement tout l'intérêt et qui est franchement outrancière par rapport à toute la chaîne de valeur qu'on a créée à l'intérieur de ce produit. Donc, pour nous, quand j'ai mon pain de seigle, c'est un pain au levain, parce que c'est notre technique de fermentation, c'est pas un pain de levure, farine de seigle, il est cuit au feu de bois et ça va prendre une demi-douzaine d'heures pour du levain jusqu'à la sortie du four pour le faire. J'ai terminé cet échange en questionnant Apollonia à propos de son prochain livre, à paraître le 20 novembre, et qui s'intitule « Poilâne, des grains au pain ». En voici la genèse. Alors, Poilâne, des grains au pain est un livre que j'ai publié l'année dernière aux États-Unis. Je publie cet automne 2020 l'édition française. J'ai publié celui d'abord en anglais parce que 20 ans après avoir commencé notre entreprise à Londres, j'avais toujours pas de récit et de narration de notre maison, raconter un peu notre culture du pain en anglais. Et puis je suis franco-américaine, j'ai fait mes études supérieures aux États-Unis, pris l'habitude d'écrire en anglais, donc le projet m'est venu en anglais et je suis allée, voilà, je l'ai poursuivi comme ça. Le projet commence avec une miche de pain que je garde à peu près 13 jours. Je dis un tout petit peu moins longtemps dans mon livre parce que j'ai pas envie d'effrayer les gens, mais j'ai pas envie d'effrayer mes lecteurs. J'ai gardé une miche de pain 13 jours, fraîche, et à la fois c'était une vraie fierté et parce que je recommande de le manger dans les 5-6 jours qui suivent l'achat dans la boulangerie. Je me suis dit quand même c'est étonnant, enfin on double, plus que doubler le temps de conservation. Et puis deuxième effet, deuxième vague, je me dis mais si moi à l'époque, une dizaine d'années après avoir pris la suite de mes parents, ça m'étonne encore, je trouve que c'est remarquable aussi. Donc c'est quoi ce sentiment? Et le projet est né de là, c'était de me dire si je garde
cette candeur et cet amour pour mon métier, il faut que je le partage. Et à partir de là, on est en 2013, il y a un projet. Définir c'est quoi les contours de tout ce qu'on peut raconter sur le pain. Et puis ensuite le format avec lequel on va le raconter. Et donc pour moi, c'était à la fois de raconter qu'est-ce qui se passe dans la boulangerie du matin au soir, raconter le rythme des boulangers, le rythme de la boutique, raconter d'où l'on vient, ce que l'on fait, pourquoi on le fait et comment on le fait. Et puis une fois que j'ai donné ces clés-là, donné quelques bases pour faire du pain en levain à la maison, c'est une adaptation pour initier mes lecteurs à la fabrication du pain comme on le fait chez Poilâne, mais en prenant en compte qu'on le fera chez soi. Et troisième chose, de se dire, une fois qu'on a cuit le pain, essayer d'y porter un autre regard et de se dire qu'une tartine de pain beurré, c'est la quintessence, c'est l'évidence, c'est la simplicité, c'est merveilleux, c'est délicieux, mais il y a plus. De la croûte jusqu'à la dernière miette, du jour où il sort du four au jour où il est dur comme du bois, initier mes lecteurs à différents usages du pain, non plus comme non plus comme un accompagnement, mais aussi comme un ingrédient. Un ingrédient de substitution, un ingrédient qui apporte d'autres saveurs, d'autres textures, et c'est ce que j'ai appelé bread cooking en anglais, la cuisine du pain. C'est à la fois des recettes historiques, mais aussi des recettes qui ont été inspirées de l'époque. Par exemple, j'avais lu un livre de recettes sans cuisson. Et en lisant une recette sur un fond de tarte, je me suis dit, mais au fond, s'ils utilisent des dattes et des noix, je peux utiliser le collant de la mie de pain et mon pain de noix pour faire ce fond de tarte sans cuisson. Et donc c'est tous ces parallèles et cette... c'est peut-être un peu pompeux de dire recherche et développement, mais c'est vraiment, en anglais on dirait test and trials, et donc c'est vraiment des tests, des essais, de ne pas avoir peur de perdre un ou deux morceaux de pain, de se dire qu'en fait le morceau de pain qui est dur comme du bois, il va servir à quelque chose. Et ça c'est pour moi ça a été un de mes moteurs et en tout cas parmi la petite centaine de recettes qu'il y a dans le livre, le fil conducteur c'est une ode aux céréales, une ode au pain et à ses usages. Chaque recette, je l'ai vraiment conçue comme une base. Elle est fonctionnelle en tant que telle, mais elle permet, si vous en avez l'envie de l'adapter aux fruits de saison, de pouvoir élaborer autour de cette base-là, soit pour la complexifier ou au contraire faire utiliser des substituts sans trop de difficultés. D'accord. Merci Apollonia. Merci de nous avoir reçus. Alors j'en profite pour faire un petit clin d'œil à Ariane Gombach qui nous accompagne aujourd'hui et qui a initié cette rencontre. Et je voulais lui poser une petite question. Alors Ariane, tu participes à notre échange actuellement. C'est quoi pour toi du bon pain ? Alors, je crois que du bon pain, c'est quand même assez personnel. Je pense que chaque personne peut avoir des goûts différents en termes de pain, préférer peut-être de la baguette, du pain plus ou moins cuit. Mais je crois que du point de vue du goût et de la santé, de la digestibilité, du bon pain, ça va être peut-être la qualité de la farine, la qualité de la fermentation qui va le rendre digeste, la qualité de la cuisson. Donc je pense que tout ça peut participer au pain, et pour avoir in fine, je pense quand même si c'est pas trop la tendance chez certains aujourd'hui, un pain croustillant qu'on va d'abord laisser refroidir. Il faut toujours avoir conscience que des fois si on trouve le pain chaud chez le boulanger, alors normalement le boulanger doit laisser resuer son pain et pas le servir chaud, mais si on trouve un pain chaud,
attendre qu'il refroidisse parce que sinon on aura des ballonnements en le mangeant, et puis prendre le temps de l'apprécier. Donc un pain croustillant, on va plus le mâcher, on va plus l'apprécier. Après, je pense que c'est très intéressant d'aller, si on peut, si on a la possibilité d'avoir ça près de chez soi, d'aller vers un pain au levain, vers des miches de pain qui vont du coup se garder beaucoup mieux, donc du point de vue du coup de l'écologie et de l'économie, être souvent plus intéressante que la baguette. Je remercie Apollonia pour cet échange et pour cette immersion dans ce lieu chargé d'histoire qu'est la boulangerie Poilane. Je remercie Geneviève pour sa visite détaillée et passionnante de l'arrière-boutique et du fournil. Je remercie enfin Ariane Grumbach du podcast BCBT qui a initié cette rencontre. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le, parlez-en autour de vous. Si vous écoutez le podcast sur la plateforme Apple Podcast, mettez-lui de petites étoiles et des commentaires. C'est grâce à vous et à vos retours que Villain-le-Vin gagne en visibilité. Vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram @villainlevin et partager les nouveaux épisodes en story par exemple. N'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer vos témoignages et à me parler de votre levain. Il a beaucoup à dire sur lui et sur vous. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour la suite du podcast. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de votre Villain-le-Vin. Je fais un meuble pour Dali, pour Salvador Dali. Alors ça c'est un élément, c'est la porte. Un meuble en pain. Un meuble en pain, oui. Vous avez l'habitude de ce genre d'ouvrage? Eh bien, là, je viens de lui faire un pain de 4 mètres de long, il m'a demandé une crèche. Ce soir, il m'a demandé une télévision, mais je me heurte à des problèmes techniques. Pour la télévision, c'est compliqué en pain. Et vous savez, c'est pas du gâteau.